Bonjour à tous, bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JUSFC 2022. Je suis Johan Bobot du CHU d'Amiens et j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Pierre-Vladimir Henneza de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bonjour. Alors Pierre, suite aux recommandations européennes de 2021, on a l'impression d'aller de plus en plus vers la chirurgie, enfin vers l'intervention précoce dans la sténose aortique serrée asymptomatique. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les symptômes classiques du rétrécissement aortique serré ? Alors effectivement, les sténoses, nous avons toujours la triade classique qu'on a appris à la faculté de médecine, qui est basée sur la dyspnée, qui évolue, mais il ne faut pas l'attendre, vers l'insuffisance cardiaque congestive, mais aussi langueur d'effort, et puis tout ce qui est malaise, lipothymie, syncope d'effort, qui constitue la triade classique. Mais il faut savoir qu'on a affaire à des patients qui interprètent de façon variable leurs symptômes, une population de plus en plus âgée, avec des comorbidités, et donc il va falloir déceler les symptômes cardiaques dans une multitude d'autres symptômes associés, et en particulier chez les sujets âgés, il va falloir détecter le manque de motivation, la diminution de la capacité physique progressive au cours des années, savoir interroger l'accompagnant, les enfants, pour déceler donc ces symptomatiques en fait. Et puis parfois ça se manifeste par une dépression éventuellement. D'accord, donc de multiples symptômes en plus des symptômes classiques que l'on connaît. Et il y a quand même de nombreux patients qu'on peut voir en consultation qui vont nous dire finalement moi je me plains de rien, j'ai pas de symptômes. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre de patients qui se disent asymptomatiques mais qui finalement en fait sont symptomatiques et minimisent un petit peu les choses? Alors effectivement, dans les papiers de Chambers, les vieux papiers, quand le patient rentre dans le cabinet de consultation, en général il veut qu'on le laisse tranquille. Donc il dit je me plains de rien, où il évoque d'autres maladies qui lui semblent plus importantes, et il ne va pas évoquer donc son quotidien. Et à l'issue d'une consultation un peu plus poussée, un peu plus affinée, justement en l'interrogeant par rapport à l'année précédente, aux 2 années précédentes, comment il vit, quel est son quotidien, l'interrogatoire des accompagnants, de la famille, au besoin un petit coup de fil, et puis finalement quelques marches d'escalier au cabinet de consultation ou dans l'hôpital, eh bien il y a 50% en fait chez lesquels on va détecter des symptômes en fait, qui sont très suspects en lien avec la sténose aortique qui est serrée, qu'on a diagnostiquée. D'accord, donc finalement juste avec un interrogatoire un peu plus poussé, l'interrogatoire des proches, on arrive quand même à se dire qu'un patient sur 2 minimise un petit peu ses symptômes. Est-ce que tu as des questions, des petits conseils à nous donner sur des questions que tu pourrais poser pour piéger un petit peu les patients et leur faire avouer leurs symptômes? Alors par exemple, lorsqu'ils ont l'habitude de faire de la randonnée dans des groupes de sujets âgés, on va interroger sur le rythme, sur la cadence. On va se rendre compte qu'effectivement, ils arrivent à suivre le groupe, donc à participer, mais ils vont se retrouver à la traîne. Et finalement, ils vont trouver un prétexte de boire de l'eau, de manger une petite barre pour en fait minimiser leurs symptômes liés à la sténose aortique. On va s'apercevoir qu'ils font moins leurs courses, qu'ils vont plus utiliser des subterfuges, prendre une voiture, commencer à utiliser de plus en plus les escalators, en fait pour ne pas déclencher de symptômes. En fait, ça devient une hantise, c'est de ne pas déclencher les symptômes et finalement d'adapter leur quotidien à leur maladie. C'est ça, en fait ils s'adaptent et ils limitent un peu leur activité et puis ils ne s'en rendent pas compte puisqu'ils ont l'impression que ça évolue. Donc en fait la question clé c'est qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus voilà. Peut-être, voilà. Et puis si à l'interrogatoire finalement on se dit il a quand même l'air asymptomatique, qu'est-ce qu'on a comme stratégie du coup pour vérifier Soit l'interrogatoire est clairement en faveur de symptômes, et là on va pouvoir se passer du fameux test d'effort qui faisait partie des recommandations et on se rend compte qu'en fait son utilisation dans les registres est de plus en plus faible et que il apparaît désuet ce test d'effort conventionnel. C'est même pas l'échographie d'effort qui à un moment a été très en vogue. C'est juste un ECG d'effort avec une bonne mesure de pression artérielle. Et donc, pour moi, c'est une évaluation
qui est toujours à considérer, soit sur tapis, soit sur vélo, avec une personne qui mesure de façon fiable la pression artérielle, parce que ça va être aussi un indice de pronostic et aussi diagnostic. D'accord. Donc le test d'effort permet de démasquer les faux asymptomatiques avec l'apparition de symptômes à l'effort et la chute de pression artérielle à l'effort. Et puis il y a d'autres modalités qu'on peut utiliser mais qui ne sont pas, on rappelle, dans les recommandations, comme l'écho d'effort ou la VO2, qui peuvent être intéressantes, apporter des informations complémentaires, mais qui ne sont pas dans les recommandations. C'est vraiment une évaluation à l'effort simple et c'est suffisant. Alors ceci dit, la VO2, on pourrait peut-être la caser chez les sujets jeunes, où on commence à s'intéresser à des sujets qui ont une masse musculaire très importante, notamment les sportifs de haut niveau ou les sportifs réguliers, et qui en fait ont de telles réserves qu'ils vont être longtemps dits asymptomatiques, alors qu'en fait ils commencent même à dégrader leur ventricule gauche. Donc ça peut être intéressant dans certains groupe de population, effectivement, ça ne fait pas partie des recommandations en routine. C'est vrai qu'il y a une large sous-utilisation des tests d'effort, peut-être parce que les patients sont âgés, ont des problèmes aussi locomoteurs pour la plupart. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, on peut leur faire marcher un peu dans les escaliers et puis voir s'ils sont adaptés ou pas finalement à l'effort. Et puis finalement, les asymptomatiques, on a l'impression que ça évolue quand même dans la littérature avec 2 essais randomisés qui sont sortis. Donc l'essai Recovery, qui est une étude coréenne, je crois, qui a été publiée déjà il y a plus d'1 an, qui était en faveur de la chirurgie précoce chez les asymptomatiques et plus de 4,5 m de Vmax. Et un essai récent, l'essai Avatar, qui est paru après les recommandations de 2021, où là, c'était des patients avec RAC-serré classique asymptomatiques. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ces études, me dire ce que tu en penses, si ça va changer les choses pour toi? Je pense que c'est 2 pistes qui sont intéressantes, et puis surtout, ça permet d'interpréter aussi, de fouiller un peu les datas de ces 2 essais randomisés. Alors, si on part de Recovery, effectivement, étude sud-coréenne, on est d'emblée impressionné par la mortalité opératoire, qui est nulle. Oui. Et puis qui finalement est à 1% de mortalité totale, et puis à 8 ans, ça reste à 1% dans le groupe chirurgie précoce. Donc effectivement, ils ont des résultats qui ne sont peut-être pas transposables à la réalité même de notre pays. Donc on a l'impression qu'on a des patients quand même un peu sélectionnés. Versus un groupe conservateur, où effectivement on a un gros différentiel de pourcentage avec des NNT qui sont en dessous de 10. On pourrait se dire, il faut y aller, super à 4,5 asymptomatique, il faut opérer. Mais on s'aperçoit qu'il y a près de 2% de morts subites par an dans le groupe conservateur. Et ça intrigue parce que c'est largement supérieur aux registres européens et notamment autrichiens, où il y a moins de 1%, même chez les supérieurs à 5,5 mètres par seconde des very sévères. Donc on est un peu intrigué. Et puis si on affine un peu les analyses statistiques, on se rend compte que ces petits p inférieurs à 0,05, où on a une belle divergence des courbes de Kaplan-Meier, ça tient à peu d'événements. 3 événements pour le critère primaire, 2 événements donc, pour la mortalité totale. Et donc si on poursuivait le suivi, peut-être ça s'annulerait en fait, la différence significative. Donc, et par ailleurs, on s'aperçoit que dans Recovery, d'ailleurs on va tout de suite parler d'Avatar, il y a très peu de tests d'effort. Et la surveillance n'est pas très bien détaillée dans le groupe conservateur. Et troisième point, lorsqu'on va fouiller dans les datas des suppléments, on se rend compte qu'il y a une mortalité non cardiovasculaire, des cancers du poumon, des hémorragies intracrâniennes, il y a des patients qui meurent en post-opératoire dans le groupe conservateur, de maladies de la prothèse. Donc il ne faut pas oublier que la chirurgie de remplacement valvulaire aortique n'est pas anodine et qu'envoyer un patient asymptomatique, ça peut poser des problèmes à la limite éthiques. Et ensuite, effectivement, on a eu Avatar tout récemment, un essai globalement serbe, donc de la région de la Serbie, et qui a inclus donc plus de 4 mètres par seconde. Et pareil, belle divergence des courbes de Kaplan-Meier. Et si on réanalyse les statistiques, c'est 2 événements qui font la différence. Et par ailleurs, un taux de mortalité subite aussi qui est beaucoup plus important que dans les registres d'un groupe conservateur,
qui laissent suggérer que peut-être ils ont été moins bien sélectionnés, peut-être qu'il y avait des symptomatiques en fait dans le groupe conservateur et qu'on a laissé trop traîner. Et donc je pense que ces 2 essais sont intéressants mais doivent être poursuivis par d'autres études pour conforter l'hypothèse, infirmer ou confirmer. Et puis pour terminer, quelle surveillance finalement tu proposerais à un patient que tu as vraiment jugé asymptomatique après un test d'effort maximal négatif? Qu'est-ce que tu lui proposes comme surveillance? Maximum 6 mois d'écart entre 2 intervalles. Un téléphone accessible aux moindres symptômes, bien les éduquer sur leurs symptômes, ça c'est très important en fait. Bien au besoin avec une infirmière qui prend le temps pour leur réexpliquer les symptômes de la sténose aortique, leur expliquer le bénéfice peut-être d'attendre, ou peut-être, même si on a un doute, peut-être les revoir dans un mois, et avec un œil neuf, avec un accompagnant, se dire finalement, ils n'étaient pas si asymptomatiques que ça, ils sont peut-être symptomatiques. Et puis, c'est vrai que votre équipe a fait un travail considérable qui permet en fait de déceler ces patients qui vont vite évoluer vers un mauvais pronostic avec tous les indices que vous avez bien détaillés. Donc, surveillance rapprochée et le docteur accessible aux patients. Surveillance armée et puis patient bien éduqué sur les symptômes. Et des tests d'effort répétés quand il le faut. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à cette interview et puis bon congrès à tous.